Maître Julie Latrille, le roi n'est pas mon cousin. 65. Ça, c'est la moyenne d'âge des personnes qui comprennent mon sujet. Et je ne sais pas qui fait baisser la moyenne, mais il ou elle se reconnaîtra. Mais qui a pu bien soumettre un tel sujet? Cela ne pouvait être un juriste, non. Il ne se dénoncera pas, car je le sais coriace, même face à l'interrogatoire de monsieur le procureur et de monsieur le président. J'ai fait mon enquête. Pour la première fois, et j'espère la dernière fois de ma carrière, et que le monsieur le bâtonnier m'en excuse, j'accuse monsieur le vilain. C'est lorsque j'ai fait le rapprochement entre mon sujet et monsieur le vilain que j'ai tout de suite percuté, parce que tout ça est bien moyenâgeux. Je parle bien sûr de l'origine du nom de notre cher invité d'honneur, dont chacun sait que le vilain était un paysan libre au temps du Moyen-Âge. Peut-être est-ce même un de vos ancêtres affranchis de la servitude qui a utilisé pour la première fois cette expression. Car mes chers invités, il faut désormais lever le suspense insupportable. Cette expression nous vient du diable Vauvert, et je vous parle d'un temps que même les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes en 1690. Le règne du roi Soleil est à son apogée. Furetière écrivait dans son dictionnaire à l'époque, on dit de celui qui a obtenu une chose qu'il souhaitait fort, le roi n'est pas mon cousin. L'expression d'origine est le roi n'est pas mon ami, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait prétendre au bonheur et n'avait nul besoin d'être associé au roi. À croire que les Bayonnais n'ont rien compris quand ils chantent en chœur en juillet que le roi Léon est leur ami pour le réveiller. Remarquez, avec son sourire béat qu'il adorne chaque année, je vois difficilement comment on pourrait être plus heureux que cette poupée. À l'instar du roi Léon, perché sur son trône sur les hauteurs de la terrasse de la mairie de Bayonne, le roi vivait dans le confort de son château, loin de la misère populaire. On considérait donc qu'il devait être le plus heureux du monde, puisqu'il disposait de tous les pouvoirs. Faire partie de la famille royale pouvait engendrer certaines facilités de vie, comme par exemple obtenir des terres ou des faveurs. Nier tout lien familial avec la royauté était un moyen pour les serfs de s'estimer plus heureux sans pour autant s'embarrasser de toutes ces frivolités mondaines. Ce que je veux dire par là, c'est que le vilain, et je ne parle pas de vous, monsieur l'invité d'honneur, pouvait prétendre à être aussi heureux qu'un roi, peut-être même tout simplement en cultivant son jardin, comme dirait Voltaire. Donc si le roi n'est pas mon cousin, tout d'abord je pourrais l'épouser, en application de l'article 161 du Code civil qui prohibe le mariage entre alliés de même ligne, entre cousins. Mais surtout, cela signifie que je suis l'égale du roi et que j'accède à la félicité suprême, avec peut-être même une fierté proche de la prétention. La question se pose alors. Peut-on dire d'un roi qu'il était heureux? Et qu'en est-il actuellement? Sommes-nous plus heureux qu'il ne l'était jadis? Si la réponse à la première question me paraît évidente, elle est bien plus nuancée concernant la deuxième. Encore aujourd'hui, nous convoitons la condition royale en l'assimilant au bonheur absolu. Ne dit-on pas être heureux comme un roi? Et pour ceux qui sont plus croyants que royalistes, être heureux comme un pape. Et pourtant, qui ne connaît pas les angoisses du roi Salomon, les malheurs du roi Midas et les mésaventures de ce pauvre roi Dagobert qui mettait ses culottes à l'envers? Et que dire du roi Louis XVI qui devait être si heureux qu'il en a perdu la tête, tout comme Marie-Antoinette? Et plus près de nous, demandez à Georges VI, roi malgré lui, dont l'histoire est fabuleusement racontée dans le discours du roi, ou au prince Harry, compte tenu de ses déboires avec la presse à scandale. Non. Aujourd'hui, il est difficile de concevoir qu'un roi est seul à pouvoir prétendre à la félicité. Peut-être suis-je assez fière et prétentieuse pour affirmer devant vous ce soir que je m'estime plus heureuse qu'un roi ou qu'une reine. Aussi, il serait sûrement plus pertinent de comparer ce qui est comparable et d'aborder le sujet sous un angle un peu plus moderne. Car en effet, le roi n'est pas mon cousin est aussi désuet que le pouvoir est de droit divin. Cette phrase que je dois au blog « Les mots délicieusement surannés » nous invite donc à rechercher
si nous pouvons démocratiser cette expression tout en lui conservant le même sens. Puisque la phrase « l'État, c'est moi » a pu trouver son homologue quotidien avec « la République, c'est moi », le roi n'est pas mon cousin a-t-il un équivalent actuel? À la recherche d'une expression française, mon enquête a été immédiatement classée sans suite, l'équivalent mélenchonné n'existant pas encore. Mais je n'en suis pas restée là, car, bien formatée, j'ai entrepris une étude de langue comparée et mon enquête a eu un certain succès. Ainsi, dirait-on en anglais, « He is as happy as Larry ». Mais qui est Larry, me diriez-vous? Non, ce n'est pas le frère de Brian who is in the kitchen. Faute d'une culture royaliste forte, les Australiens ont choisi Larry Foley, leur meilleur boxeur professionnel. En espagnol, on dirait « más contento que unas Pascuas », être plus heureux que les fêtes de Pâques. Ma foi, pourquoi pas? En italien, on dit « È così contento che anche il re gli sembra da meno da lui ». Il est tellement heureux que même le roi semble l'être autant que lui. Ici, on retrouve toutes nos racines latines. En revanche, je n'ai rien trouvé chez nos voisins allemands, nos cousins finalement pas si germains. Pourtant, la notion du bonheur absolu n'a pas disparu. C'est la référence à la royauté qui change selon le temps, la culture et le contexte socio-économique. Philosophes, prêtres, poètes ruminent depuis des millénaires sur la nature du bonheur. Et beaucoup ont conclu que des facteurs éthiques, sociaux et spirituels ont autant d'effets sur le bonheur que les conditions matérielles. Car depuis le temps des rois, nous avons connu la révolution industrielle, une croissance économique exponentielle sans précédent, une transformation de l'ordre social profonde, tout comme la vie quotidienne. Sommes-nous, pour autant, plus heureux que nos aïeux? Voilà une question que peu d'historiens se posent. Avec toutes les richesses accumulées, le progrès de la science, le niveau de vie nettement plus élevé, je suis prête à affirmer aujourd'hui que je vis comme une reine. Suis-je, pour autant, plus heureuse que Louis XIV? Yuval Noah Harari nous interroge sur la corrélation entre le bien-être subjectif et le matérialisme que nous prodigue le capitalisme. Malgré la prospérité, peut-être que les citoyens des sociétés d'abondance souffrent-ils beaucoup de l'aliénation et d'une vie dénuée de sens. Il va encore plus loin en peignant un tableau beaucoup plus gênant. Comme les hommes se servent généralement de leur capacité pour soulager la misère et combler leur aspiration, il s'ensuit que nous devons être plus heureux que nos ancêtres du Moyen-Âge, qui eux-mêmes devaient être plus heureux que les chasseurs-cueilleurs. Et pourtant, vous conviendrez que cette affirmation paraît peu convaincante. Le bonheur dépend non seulement des considérations objectives telles que l'argent, la santé, les relations sociales, mais également subjectives comme la croyance ou l'amour. Lorsque nous essayons de nous comparer avec ceux qui étaient heureux à l'époque, nous nous imaginons dans leurs chaussures. Or, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nos modes de vie ont radicalement changé, ainsi que nos espérances et nos croyances. Ce n'est pas à leurs ancêtres du temps de Louis XIV que les Gilets jaunes se comparent, mais à leurs contemporains des sociétés contemporaines aisées. Il existe tellement de paramètres qui influent sur le bonheur qu'il en aurait été difficile d'en faire état ce soir. J'aurais pu vous parler d'Aristote, d'Épicure, de Confucius, d'Emmanuel Kant, d'Arthur Schopenhauer, de Spinoza ou encore de Nietzsche, j'en passe. Une chose est sûre, c'est que la quête du bonheur est à l'origine de presque tous nos comportements. Le bonheur, on le cherche, on l'attend, on le trouve, on le perd. La recherche du bonheur était un devoir tellement fondamental pour les pères fondateurs des États-Unis qu'ils l'ont érigé en droit inaliénable dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Même les Basques ont un vieux proverbe dédié au bonheur. Ouvre la porte au bonheur et attends le malheur de pied ferme. Aussi, si certains laissent le bonheur au hasard, d'autres le trouvent dans le chaos,
Mais une chose est sûre, c'est que vivre sans bonheur serait pire qu'un crime, ce serait une faute. Connaître la vérité en soi est l'unique voie. Au diable ce que pensent les rois. Prends conseil auprès de Téni, ton plus cher ami. Ou renseigne-toi auprès du grand Saint-Éloi, qui saura tout remettre à l'endroit.